Bonjour, nous nous trouvons présentement dans l'exposition Riopelle, à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. C'est une exposition qui explore le rapport de Riopelle à ces deux thématiques que sont la nordicité et l'autochtonie, à travers différentes séries, principalement des années 50 et des années 70. L'exposition repose sur un ensemble de recherches inédites, entre autres sur les voyages qui ont conduit Riopelle dans le Nord et dans le Grand Nord canadien, et également sur les sources intellectuelles et artistiques qui ont alimenté l'univers de Riopelle, entre autres les cultures autochtones qui sont si présentes dans son œuvre. Il a circulé dans les territoires dans la nordicité et il a créé des œuvres qui sont des territoires. Dans les couleurs, les traits, les spatules, va se forger, je dirais, une histoire de l'art nord-américaine dans laquelle Riopelle s'inscrit absolument selon les canons des beaux-arts, mais à mes yeux aussi comme un complice de ceux qui habitent les territoires. Si tu veux entrer dans, t'inspirer, ou si tu frôles par, vraiment t'es frappé par des formes, des objets, des habitations, bien, tu entres inévitablement dans un monde qui est déjà nommé par les Autochtones. Donc, on va voir apparaître une toponymie aussi chez Riopelle. En 1955 et 1956, Riopelle réalise une série de gouaches qui porte les titres « Masque Esquimau ». On peut donc se demander d'où vient cette inspiration en lien avec la culture inuite. Riopelle, dans les années 50, est évidemment à Paris. Il se trouve dans l'entourage des surréalistes. Il a pu découvrir, entre autres, la grande collection de Georges Dutuit, qui présentait plusieurs masques Yupit. Même chose avec celle d'André Breton. André Breton qui avait d'ailleurs écrit un aparté dans un catalogue d'exposition de Riopelle à la fin des années 40. Et ce titre, Masque Esquimau, est donc inspiré par l'univers intellectuel dans lequel Riopelle se trouve. On peut difficilement faire de lien formel entre les masques esquimaux et les compositions de Riopelle. C'est avant tout dans les titres. Dans les années 50, ce sont les titres de Riopelle qui portent tout son univers et ses inspirations pour la nordicité et l'autochtonie. C'est cette puissance sacrée qui rejoint à la fois une dimension très expressive, symbolique, les cérémonies, les danses, les chants, les médecines, tout ce qui est le monde culturel autochtone, et cette incroyable vitalité des avant-gardes de ces artistes qui vont circuler. C'est cette force, non pas d'une illustration des textes ou des publications, mais une force picturale, une force du geste, et qui rejoint beaucoup plus les territoires. Eux reconnaissent absolument que c'est de l'art, ces masques-là. Ce sont des formes, des gestes, et qui portent en plus un héritage. Entre 1955 et 1959, Riopelle réalise une série de gouaches qui portent les titres « Sous le mythe de Gitkesan ». Les Gitkesan étant une communauté autochtone de la côte nord-ouest du Pacifique. Donc, Riopelle s'est influencé, entre autres, fort possiblement des écrits de Marius Barbeau. Marius Barbeau, qu'il avait d'ailleurs rencontré à Paris. Il est également possible que ce soit inspiré des écrits de Kurt Seligman, un peintre surréaliste qui avait visité la région. En 1975 et 1976, Riopelle réalise une série d'huiles sur toile où il emprunte des toponymes autochtones pour nommer ses œuvres. On est dans une salle qui en présente plusieurs. On a entre autres l'œuvre Muskowekwan, qui est une communauté, un territoire sauteux de la Saskatchewan. On a également Mi'kmaq derrière nous, qui est une très belle œuvre réalisée en décalcomanie. Donc, avec ces nombreux titres d'œuvres, je pense également à Mascouche, qui veut dire petit ours, qui est derrière moi. On a 3 œuvres ici avec des titres qui débutent par M, et on se rend compte que dans ces années-là, Riopelle a titré un grand nombre de tableaux débutant par M avec des titres autochtones, beaucoup de toponymie, entre autres. On peut donc se demander si Riopelle n'a pas utilisé un dictionnaire autochtone pour pour choisir ses titres d'œuvres. Par contre, on connaît beaucoup d'ouvrages qui étaient dans la bibliothèque de Riopelle, mais on n'a malheureusement pas pu retracer de dictionnaire autochtone. Ça demeure donc une hypothèse. Ce qui est important, c'est qu'à la toponymie, territoire. Là, on vit. Là, on circule. C'est le dépoint d'une géographie. Et je trouve que cette portion-là de Riopelle est beaucoup plus vaste. Et pour moi, ça remonte à sa peinture Hochelaga. Là d'où il vient, le petit gars
d'Hochelaga, de Dolorimier, mais après ça, d'une part. Et après, je me suis amusé à voir le parcours, hein, le nomade, et comment on circule dans tous les territoires et qu'on peut nommer les Premières Nations à travers les titres des œuvres. Et on va finir par arriver sur la côte ouest et dans la nordicité des Inuits. Mais derrière ça, ce qui est libre et libéré, c'est cette circulation dans les territoires. Et en plus, l'effort ou cette idée d'avoir nommé plusieurs par des noms autochtones, on entre aussi dans le bestiaire, dans l'imaginaire. En 1973, Riopelle réalise la série Les Rois de Tulé, qui est une série qui condense un ensemble de références au monde nordique. La série Les Rois de Tulé est inspirée par l'ouvrage de Jean Malory, écrit en 1955, Les Derniers Rois de Tulé. Jean Malory est un ethnologue qui s'est intéressé aux Inuits de Tulé au Groenland. Par contre, Riopelle a dit que c'est ce qu'il appelait ses Esquimaux. Ces Esquimaux venaient de France, puisque la série a débuté avec une bûche que Riopelle a trouvée dans un restaurant à Paris. Il trouvait que la forme de la bûche lui faisait penser à un visage inuit portant des lunettes de soleil avec l'ouverture très fine qui leur permettent de se protéger des rayons du soleil. En ce sens, les Rois de Tulé, ça reste un mythe alloctone confronté à une mythologie qui, elle, est beaucoup plus de l'ordre de la survie, de la réalité. Vive au Grand Nord, vive au Groenland. En moins de 2 minutes, quand il y a un blizzard, qui sont des œuvres ici, tu perds tout repère. Et c'est terminé si tu ne sais pas entendre, si tu ne connais pas toutes les nuances que connaissent les Inuits de la neige, du vent, et de te repérer, les repères. En ce sens, c'est peut-être la partie la plus fantaisiste chez Riopelle entre ces deux mondes, mais en même temps, c'est celle qui pourrait nous rapprocher le plus près de certains éléments de ce qu'est l'art autochtone. En 71 et 72, Riopelle réalise la série Jeux de ficelle, qui est une série d'acrylique sur lithographie marouflée sur toile. Dans cette série, Riopelle s'inspire encore une fois de motifs du Grand Nord, cette fois-ci les jeux de ficelle, ou ce qu'on appelle le jeu de la Yarak, qui consiste à nouer des ficelles au bout des doigts pour créer certains motifs, des motifs souvent inspirés par le quotidien des populations du Grand Nord. Riopelle, pour cette série-là, s'est inspiré de l'ouvrage de l'anthropologue Guy-Marie Rousselière, Les jeux de ficelle des Arvili-Yarmouth. Et Riopelle, vraiment, va à plusieurs moments reproduire les figures de ficelle telles qu'il les a trouvées dans cet ouvrage-là. Il y a donc certaines œuvres qui sont extrêmement figuratives, et d'autres pour lesquelles Riopelle prend une certaine liberté en créant ses propres jeux de ficelle. L'idée de jeu, hein, c'est central dans Riopelle, l'homme et le personnage. Le jeu, la vitesse, tout ça, c'est là. Et donc, jeux de ficelle qui sont des formes, des dessins, rejoignent l'artiste. Et en même temps, ce sont des formes de socialisation, de transmission qui sont de l'amusement, donc des jeux sociaux, hein, chez les Inuits. Et là, on revient à cette idée entre des documents seconds, des livres d'anthropologues, des dessins, et de créer des œuvres. Bien, il y avait déjà des œuvres qui le précédaient ou qui inspirent maintenant des sculptures inuites contemporaines. Donc, on reste dans le jeu des formes. Et ça, c'est magnifique parce que ça ne peut pas appartenir aux artistes seulement, ça ne peut pas appartenir aux anthropologues, ça appartient aux enfants puis à des milieux de transmission. Donc, encore là, on entre de ce que moi j'appellerais dans des dimensions de civilisation. En 1976, Riopelle réalise une série de dessins à la pointe d'argent tout à fait unique dans son œuvre. Pour réaliser ces pointes d'argent qui présentent plusieurs sujets autochtones, Riopelle s'est inspiré de photographies qui lui avaient été offertes par Georges Dutuit, son grand ami qui était collectionneur d'art autochtone d'Amérique du Nord. Il a donc, Riopelle, il s'est penché sur ces photographies-là et a vraiment fait des reproductions très, très fidèles des objets qui y étaient représentés. Et on voit que en 77-79, ce n'est pas le seul exemple de cette pratique-là, puisqu'il réalise également certaines lithographies. Je pense entre autres à une lithographie qui s'appelle Masque, où Riopelle s'inspire d'un ouvrage de Lévi-Strauss qui s'appelle La Voix des masques de 1975. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est que Riopelle, dans cette lithographie-là, s'inspire d'une double page de l'ouvrage de
Lévi-Strauss et vraiment va reproduire les deux masques qui s'y trouvent avec un grand souci de fidélité. On a donc un Riopelle qui aborde les cultures autochtones et leur culture matérielle avec un souci du détail, un souci de les représenter ainsi qu'il l'était dans des ouvrages anthropologiques. Et chez Riopelle, c'est souvent ça, c'est une connaissance des objets autochtones qui est toujours médiatisée par les ouvrages anthropologiques. Mais ce qui est fascinant dans la série que moi j'ai regardée, c'était pratiquement l'effacement que produit La Pointe d'Argent, le fait aussi que ce soit des pages et qu'il y en a une qui s'appelle Potlatch, qui, moi, je trouve qui est fascinante parce que dans toute la série, pourquoi? Potlatch, ce sont toutes les cérémonies, j'en parle dans mon essai, mais c'est aussi, qui vont être interdites par le gouvernement, par la loi sur les Indiens en 1880. Il y a quelque chose de très particulier au nord, et surtout dans le nord-ouest, c'est la cohabitation des peuples du saumon, que j'appelle, c'est-à-dire des Premières Nations du nord de la Colombie-Britannique, de l'Alaska, et des Inuits. Et dans le cas de Potlatch, ce qui est formidable, c'est que c'est reproduit, c'est comme les motifs Aïdagwai ou Timlik ou Gitsan qui se rejoignent pour ce qui est sur les coffres, et non pas, c'est plus du tout les masques. Et ça, c'est très important parce qu'on retrouve l'esthétique de l'art autochtone de la côte ouest et une parenté avec certaines œuvres contemporaines inuites. Vous savez, celle de Mathieusi Yaituk, La première chasse. On retrouve tous les boutons qui sont des yeux, des masques dans un morse, un phoque. Et bien, on retrouve autant tout cet art de la côte ouest qui est fait avec les boutons, puis avec les motifs et les formes qu'on retrouve comme sur les masques. Et ça, c'est présent dans l'inspiration de juste cette feuille-là.